Quelle place pour l'écologie dans les luttes sociales? Comment imaginer une politique écologique qui ne soit pas punitive pour les classes populaires? Riches et pauvres sont-ils égaux face à la catastrophe qui se profile? On en discute en compagnie de François Ruffin. Bonjour. Bonjour. Alors François Ruffin, vous êtes député France Insoumise de la Somme. Vous publiez Il est où le bonheur aux éditions des Liens qui libèrent. Vous êtes député et cependant, je lis dans ce livre, quelle est ma mission aujourd'hui? Écrivez-vous, disons-le, mon rôle est spirituel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez changé de mission? D'abord, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être député et d'avoir au fond une mission spirituelle, puisque on exerce l'essentiel de notre mandat par le verbe, et au commencement était le verbe. D'abord, dans ma campagne, je disais, mon adversaire, c'est toujours la finance, mais c'est surtout l'indifférence. Et ce que me disent les gens depuis que je suis entré à l'Assemblée, c'est au fond, vous nous faites respirer. On prend un bol d'air. Donc c'est quoi? C'est faire respirer l'esprit. Et je pense que la première bataille à mener, et y compris sur le plan écologique, c'est une bataille dans les esprits. C'est une bataille dans les imaginaires. Est-ce que demain, le bonheur, c'est le nouvel iPhone 11, ou bien est-ce que c'est d'aller vers les liens? Et là, je crois qu'il y a une fonction qui est une fonction spirituelle, c'est-à-dire une fonction de travail dans les esprits, quoi. Et alors, justement, comment concevez-vous ce rôle quand vous dites il est où le bonheur? Bon, et effectivement, on se dit qu'il y a une dimension quasi religieuse, ce qui n'est pas une critique. On a souvent dit qu'il y avait à gauche, par exemple, beaucoup d'idées chrétiennes devenues folles. Peut-être que c'est ça que vous reprenez. L'idée de frugalité, a priori, c'est une idée plutôt d'origine religieuse, François Ruffin. Ouais, alors, moi, je suis agnostique. Donc, je suis en revanche pour qu'on ait un au-delà laïque. On doit avoir un au-delà de l'homme producteur-consommateur. Là, on se sent, mais c'est moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est dans la société. On est à bout. Le burn-out, c'est la maladie du temps et c'est une expression de l'homme à bout, c'est-à-dire qui est comme un hamster dans sa roue, produit, consomme, produit, consomme, produit, consomme. Et il y a la nécessité de sortir de ça et de proposer un autre champ. On est dans un moment historique. Ce moment historique, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, les biens ont participé du bonheur. La croissance, elle a participé, on voit jusque dans les années 70 en France, il y a une corrélation forte entre les indices de bien-être et l'augmentation du PIB. C'est vrai aussi dans les pays du monde, hein, pour les pays en voie de développement, les premiers stades d'augmentation du PIB, c'est lié à une baisse de la mortalité infantile, c'est lié à une hausse de l'espérance de vie, et ainsi de suite. Et à partir en gros de 20-25 000 $ par tête de pipe, il n'y a plus de corrélation, il n'y a plus de lien. La croissance ne participe plus au bonheur. Donc à partir de ce moment-là, et c'est le rôle de la gauche pour moi, il faut reposer la question de qu'est-ce que le progrès, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que le bonheur. Et du coup, ça opère un basculement. C'est plus seulement sur les niveaux de vie. Ça ne veut pas dire que dans notre pays, on sait qu'il y a 400 000 pauvres supplémentaires depuis un an. Donc pour cela, il n'y a pas de doute qu'il y ait davantage de revenus est une nécessité. Mais pour la plupart des gens dans ce pays, c'est plus davantage de biens qui feront le bonheur. Et donc, si j'ai pas mis de point d'interrogation, c'est qu'au fond, je sais par où ça passe. Ça passe par les liens. Ça passe par la qualité des relations qu'on entretient avec ses voisins, ses cousins, et ainsi de suite. Il y a au fond des tas d'études scientifiques, épidémiologiques, et ainsi de suite, qui ont démontré qu'aujourd'hui, c'est la qualité des relations avec les autres qui amèneront un supplément de bonheur. On veut bien vous croire, mais alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Si vous me promettez le bonheur, si vous avez un rôle spirituel, comment un politique aujourd'hui peut promettre un au-delà? Puisque vous savez que dans les religions, il y a toujours une promesse. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous garantir que le politique a aujourd'hui ces moyens-là, alors qu'on a l'impression qu'il est singulièrement démuni pour changer la vie? Changer la vie, vous savez, c'était un slogan prométhéen des années 80. Je pense qu'on en a fini avec ça. Et si on change un peu la vie des gens, ça sera déjà bien. La première mesure que je prendrais, si j'étais au gouvernement, ça serait sur les métiers du lien. C'est-à-dire sur assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, accompagnant d'enfants en situation de handicap, animateur périscolaire. Au fond, les métiers de personnes, à 85% des femmes, qui s'occupent de ce qu'on a de plus précieux, nos bébés, nos personnes âgées, on va dire, du berceau à la tombe. Et pourtant, des métiers qui sont, dans notre société sont maltraités, qui sont aujourd'hui sans statut et sans revenu. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers féminins, et donc on se dit, au fond, elles l'ont fait gratuitement pendant des siècles, elles ne vont pas nous embêter plus, on les paye un peu, c'est déjà pas mal. C'est l'inconscient qui traîne dans la société. Et la deuxième chose, c'est que parce que ce sont des métiers de lien, et que le lien est méprisé dans la société. Et je pense que valoriser ces métiers-là, comme première mesure, comme un indice de où on va,
ça contribuerait à être un marqueur, d'abord d'un enjeu social, parce que c'est 1 million de personnes qui sortent de la pauvreté, et ensuite de la société vers laquelle on va aller, c'est-à-dire plus vers les biens, mais vers les liens. Ça serait la première mesure concrète, si vous voulez, une mesure concrète. Après, moi, je suis pour une rupture dans l'imaginaire. Une rupture dans l'imaginaire politique. Concurrence, mondialisation, croissance. Il faut une rupture avec ce triptyque sur lequel se sont assis les discours politiques depuis 30 ans. Et une rupture avec l'imaginaire publicitaire qui nous vend le bonheur comme étant la nouvelle Audi. Il faut rompre avec ça. Donc voilà, ça, c'est un autre enjeu, mais qui est un enjeu qui dépend aussi du politique. Pareil. Alors d'un côté, donc, les métiers, parce que ces métiers que vous évoquez sont les métiers du Caire. Jadis, Martine Aubry considérait qu'il y avait effectivement, pour la gauche, une possibilité de promouvoir ces métiers-là. Finalement, vous reprenez cette proposition, François Ruffin. Je la reprends différemment, c'est-à-dire que je veux absolument... il ne s'agit pas de se dire seulement qu'il faut un développement de ces métiers-là. J'en parle même pas de développement de ces métiers-là. En revanche, il faut les structurer. Il faut assurer à toutes les personnes qui font ces métiers-là, il faut leur assurer un statut et un revenu. Je vais prendre un exemple, une comparaison. Mais si aujourd'hui, Jules Ferry recrée le métier d'instituteur, vraisemblablement qu'on n'aurait plus un statut national avec une éducation nationale, mais on aurait des métiers d'instituteurs qui seraient différents selon les villes ou selon les départements. Il y aurait des endroits où ils seraient en situation précaire. Pourquoi ? Parce que ces métiers dont on parle sont nés dans un temps qui est un temps de précarisation des classes populaires et qui est né dans un temps de décentralisation. Ce qui fait qu'on a 100 statuts différents en fonction des départements, voire pour les animateurs périscolaires, à 5 km d'une ville à l'autre, c'est plus du tout le même statut. Donc il y a une nécessité aujourd'hui d'homogénéiser. Je ne dis pas forcément de passer par des statuts de fonctionnaires nationaux, mais il y a une nécessité d'homogénéiser. Tout à l'heure, vous parliez de la question de la gauche prométhéenne, ou en tout cas, vous parliez de Prométhée, et justement, lorsque la gauche était prométhéenne, lorsqu'elle était productiviste, à l'époque où le Parti communiste était important, eh bien, il considérait que le bonheur pour les travailleurs passait par la croissance et la productivité. Qu'est-ce qu'on fait de cette promesse-là, qui était aussi une promesse généreuse, puisque à l'époque, il ne s'agissait pas d'aliéner les individus pour ceux qui croyaient en cela? D'abord, ça a une part de vérité. Quand les salariés ont accédé à l'eau courante, qu'ils ont accédé à la salle de bain, qu'ils ont accédé au chauffage, qu'ils ont accédé, bon, on va pas faire la liste, mais aux gros électroménagers, lave-linge et tout ça, ça a participé à une amélioration de la qualité de vie. Maintenant, une fois qu'on a un premier frigo, est-ce que le bonheur, c'est d'avoir un deuxième frigo ? Même s'il est connecté à son téléphone portable sur lequel on reçoit la 5G. Parce que c'est la vision du bonheur, moi je suis en commission des affaires économiques, c'est la vision du bonheur, ou en tout cas du progrès, qui nous est vendue. C'est fini. C'est fini. On voit bien aujourd'hui que c'est plus seulement dans le niveau de vie, c'est dans la qualité de vie, dans une autre vie, qu'il peut y avoir un supplément de bonheur. Et je crois que même le Parti communiste est en rupture avec ça. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire, je le répète, que dans notre pays, il n'y a pas des gens qui ont besoin On va en reparler. Moi, je fais mien la formule d'Hervé Kempf qui dit consommer moins, répartir mieux. Il y a une nécessité aujourd'hui. Le gâteau de la croissance, le gâteau du PIB dans notre pays, il est énorme. Jamais la France n'était aussi riche. Donc, est-ce qu'il y a besoin de encore faire grossir le gâteau pour en donner des miettes aux uns et aux autres ? Ou bien est-ce qu'on se dit, bon, d'abord, le gâteau, maintenant, il est bourré de substances toxiques, donc on va seulement mieux le répartir. Je reviens à des fondamentaux de la gauche, mais quand même, il y a 20 ans, les 500 plus grandes fortunes françaises disposaient de l'équivalent de 5% du PIB. À l'arrivée de Macron, elles en disposaient de 25%. Aujourd'hui, elles disposent de 30% du PIB. On voit bien que là, il y a un gâteau qui se concentre entre les mains de quelques-uns. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre, au moins pour une répartition des richesses, et qui fasse qu'on se dise qu'on n'a pas besoin de produire plus pour consommer plus, quoi. Bon, toujours sur la question du lien, et puis on va parler du pouvoir d'achat après, il y a eu une époque où c'était donc les partis qui faisaient du lien, le Parti communiste. Aujourd'hui, si par exemple vous allez voir Les Misérables, il paraît qu'Emmanuel Macron a aimé ce film, vous l'avez vu, non, je n'ai pas été invité aux avant-premières pour ma part. Donc vous n'étiez pas dans la même salle qu'Emmanuel Macron, mais en tout cas dans ce film, on voit que le lien dans les banlieues, il est assuré, en tout cas c'est ce que montre Lajdi, par les frères musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez là aussi de cette fonction spirituelle, mais aussi sociale, qui est assumée par les religions, ce qu'elles font depuis des millénaires?
D'abord, moi, j'aime beaucoup le bouquin de Jean Birnbaum qui traite de cette question-là et qui dit qu'au fond, c'est parce que la gauche a abandonné l'espérance et a abandonné l'espérance laïque, et je suis laïque, qu'elle repart vers le religieux. Mmh. Alors que, bizarrement, la gauche s'est revendiquée matérialiste, mais il y avait une très forte fonction spirituelle à l'intérieur de la gauche, habitée par des valeurs et ainsi de suite, et par un au-delà et une promesse de fraternité. Bon, si on abandonne ça et qu'on se cantonne juste à dire qu'on va déplacer un petit peu le curseur du capital vers le travail, ce avec quoi je suis d'accord, ou qu'on va gagner, gratter quelques points de niveau de vie, c'est pas une espérance pour les gens. Donc il faut à nouveau renouer avec une espérance. C'est la première chose. Et ensuite, moi je vais parler de mon coin. Dans mon coin, c'est pas les frères musulmans que je connais pas qui font ce lien-là. Je veux dire, typiquement, c'est les clubs de foot. C'est les clubs de basket, c'est les associations culturelles. C'est le lien, il continue à exister dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales, mais il existe oui, essentiellement encore aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un mode de valorisation de cet engagement que j'appelle acapitaliste. C'est pas anticapitaliste. Les gens qui nettoient les maillots de foot le samedi, ils sont pas anticapitalistes. En revanche, il y a une partie de leur existence qu'ils ont sorti du champ du marché. Sorti du champ de la production de consommation et ils s'occupent juste des gamins. Et moi, alors là je vous parle perso, mais moi un truc qui me brise, c'est de voir des gens qui s'occupent de 120 gamins le samedi, aller les conduire à droite à gauche dans des clubs de quartier, en payant parfois les licences parce que les gamins ils n'ont pas les moyens de payer les licences et il n'y a pas un soutien minimal des collectivités pour dire bon allez on va vous payer un van qui va vous permettre de vous déplacer. Je pense qu'on doit avoir une grande attention à ce tissu social qui est un espèce de filet de sécurité pour les gens. Et voilà, plus que les frères musulmans, je crois au club de foot. François Ruffin, il y a aujourd'hui dans les revendications, par exemple, des Gilets jaunes ou de ceux qui aujourd'hui se mobilisent en perspective du 5 décembre, une revendication sur le pouvoir d'achat. Et là, pour le coup, il est question non pas forcément de croissance générale, mais en tout cas de croissance du niveau de vie de ces individus. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, ça dépend des situations. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une élévation de leur revenus. Ça, c'est net, c'est clair, quoi. Et en plus, d'autant plus, on ne peut pas demander aux gens la sobriété si jamais on voit qu'en haut, ils se gavent. Et quand, bon, voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est quel est l'idéal qu'on a pour demain? Est-ce que l'idéal qu'on a pour demain, ce sont des rêves de millionnaires ou c'est la décence commune? Et la décence commune, elle passera pas forcément par du pouvoir d'achat direct, par des revenus directs. Elle passe aussi par le fait qu'il y a un certain nombre d'institutions qui fonctionnent correctement, qu'on a la garantie dans notre pays de pouvoir se soigner correctement, qu'on a la garantie dans notre pays de pouvoir vieillir correctement, qu'on a la garantie dans notre pays de pouvoir s'éduquer correctement, de pouvoir se loger correctement, c'est-à-dire une espèce de décence commune, de socle commun. Et je pense que ça passe sans doute par du salaire direct, mais ça passe aussi par des salaires indirects, ça passe par la mise en place d'institutions qui font qu'on a un certain nombre de garanties qui font que moi je pense que la protection sociale, au fond, est aussi une protection de la planète. C'est-à-dire que ça nous rend moins agressifs dans une espèce d'appropriation parce qu'en se disant bon il faut que je gratte, il faut que je mette de côté parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et ça nourrit une inquiétude, qui nourrit un stress, qui fait qu'on est agressif vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la nature. Bon, mais vous parliez de vannes tout à l'heure. Moi, je vais continuer à vous parler de voitures. Lorsqu'on prend par exemple le fait générateur des gilets jaunes, c'est l'augmentation des prix du diesel. Si on veut, mais ça n'est peut-être pas votre cas, je pense que ça l'est, si on veut qu'il y ait un autre carburant utilisé ou pourquoi pas des voitures électriques, il va falloir aider ces gens à changer de voiture plus que de changer de système. D'ailleurs, c'est la question du changement de voiture qui est aujourd'hui en jeu. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement, François Ruffin, si vous considérez qu'il faut aider ces ménages modestes à avoir des véhicules moins polluants? D'abord, je rappelle cette statistique. Les 10% des ménages les plus riches émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% des ménages les plus pauvres. Il y a là une injustice dans l'émission, et ensuite il va y avoir une autre injustice qui est une injustice fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ménages les plus pauvres consacrent 15% de leur budget à l'énergie, tandis que les ménages les plus riches en consomment 5%. Donc on voit bien à quel point passer par les taxes est quelque chose d'injuste
puisque moi, si on me taxe davantage, je m'en fiche. Vous aussi, sans doute. Enfin, j'en sais rien, je ne veux pas parler pour vous. Mais en revanche, les ménages les plus modestes, ils vont le sentir immédiatement dans leur portefeuille. Donc là, ça ne peut pas passer par cet outil-là. Aujourd'hui, la solution technique, on ne l'a pas. Donc, il y a la solution technique, c'est-à-dire la voiture électrique. On ne peut pas dire qu'on va généraliser la voiture électrique à toute la France. Ce n'est pas vrai. On n'a pas de solution technique alternative pour l'instant à la voiture. Donc, à la voiture essence ou gasoil et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que vous faites concrètement là-dessus ? En tout cas, pour l'instant, moi, déjà, si on prend dans les trucs fossiles qui sont taxés, c'est l'essence domestique pour la voiture est déjà quelque chose qui est très taxé. Donc je ne suis pas sûr que je mets le marqueur là-dessus. Moi, je mets le marqueur. Non, attendez. Je vous laisse continuer. Ouais, je mets le marqueur sur le trafic de marchandises. Aujourd'hui, ça n'est pas taxé et on a une concurrence entre le rail et la route qui est complètement au détriment du rail et en faveur de la route. Vous allez bloquer la France avec les routiers si vous faites ça. Non, je pense que si on fait une mise en œuvre... Vous œuvre... voulez augmenter le prix du gasoil ? Oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense qu'il faut, en tout cas, il faut rétablir une concurrence rail-route. Dans les années 80, elle était bien plus favorable au rail qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a une diminution du trafic fret qui a été divisée par 3 en 20 ans. Donc il faut rétablir une compétitivité possible du trafic ferroviaire. C'est une priorité. Mais alors, si je vous suis bien, donc vous augmentez le gasoil routier. Pour les particuliers, en revanche, vous ne touchez pas au prix du gasoil. Pour l'instant, non. Ouais. Et ensuite, je veux dire... Tout ça ne peut pas être accepté s'il n'y a pas de justice. C'est le consommer moins, répartir mieux. C'est-à-dire si pendant ce temps-là, le kérosène aérien, il n'est pas taxé. Si le gasoil pour les yachts, il n'est pas taxé. Le gasoil pour les yachts, c'est pas... Oui, mais on est dans l'ordre de la... Je veux dire, c'est une faible part aujourd'hui. Je suis bien d'accord, mais vous pouvez dire la même chose du kérosène à la limite. Mais on est dans l'ordre de la symbolique. C'est-à-dire que moi, quand je vais au Monaco Yacht Show... Oui, vous le racontez dans Il est où le bonheur, votre livre, aux éditions des Liens Équilibrés. Je ne savais pas que ça existait, donc vous racontez qu'il existe. Au Salon du Yacht, qui n'est pas porte de Versailles, mais qui est à Monaco. Là, je me trouve devant quelque chose qui a reçu le Green Label, donc le label vert. Je suis devant un immense bateau, il y a 3 ponts de haut. Je me demande, mais alors, comment ça se fait que ça a reçu le label ? Combien ça consomme ? Il dit, oh non, ça, c'est pas le problème, mais combien ça consomme ? Bon, ça consomme aux alentours de 1000 litres de l'heure. Bon, ça a reçu le label simplement parce que quand on va aux toilettes, c'est pas rejeté dans la mer. Mais si jamais on sait qu'il y a ça et que c'est le modèle, l'imaginaire de la réussite qui est véhiculé, c'est ce type de choses-là hyper consommatrices de gasoil, ça a un effet de diffusion d'un imaginaire de la réussite qui fait que derrière, tout le monde va relever, c'est la rivalité ostentatoire dont parle Veblen, va relever son niveau de vie en se disant, il faut que je sois à la hauteur, Keep Up With The Jones, il faut que je sois à la hauteur des Durand, quoi. Oui, c'est-à-dire en fait l'idée de se comparer aux autres qui incite à une compétition des niveaux de vie, mais là encore, si la société ne se change pas elle-même, qu'est-ce que le politique peut pour considérer que les symboles de réussite ne sont pas des symboles de vraie réussite, alors, François Ruffin ? Je reviens à la question de la voiture. Comment se fait-il que l'an dernier, on a eu une hausse de 30% des ventes de 4x4 qu'on rappelle SUV, mais ce sont en vérité des 4x4. Je veux dire, si jamais on considère qu'il faut consommer moins, ces voitures consomment à peu près 25% d'essence en plus. Si on considère qu'il faut consommer moins, on doit interdire la publicité pour les 4x4. Et plus fondamentalement, je pense qu'on doit interdire la publicité pour les voitures. Pourquoi ? Parce que la voiture est un outil de déplacement nécessaire. Mais au fond, on sait qu'elle a une deuxième valeur, qui est une valeur sociale de comparaison. On en revient à votre question. Et donc, il faut déconnecter les deux. Et l'un des moyens de déconnecter les deux, c'est que la voiture n'habite plus l'imaginaire. On va continuer à en parler avec vous, François Ruffin. Il est où le bonheur ? C'est le livre que vous publiez aux éditions des Liens Équilibrés. Vous allez être rejoint dans quelques instants par Valérie Chansigaud. Elle est auteure des Combats pour la nature, de la protection de la nature au progrès social chez Buchet-Chastel. En attendant, il est 8h sur France Culture. Bon réveil à tous.